Dans l'immensité du vide qui sépare les étoiles, errent des reliques de la création, des objets qui ont navigué dans le silence cosmique pendant des milliards d'années, bien avant que notre propre Soleil n'allume sa lumière. Ce sont les visiteurs interstellaires, des capsules temporelles qui apportent avec elles les secrets de leur système stellaire d'origine. Récemment, le 1er juillet 2025, les yeux vigilants du système de relevée Atlas au Chili ont détecté un nouveau voyageur. Ce n'était pas une comète ordinaire, l'une des nôtres. Sa vitesse et sa trajectoire ne mentaient pas. Elle venait d'ailleurs, un messager d'une autre étoile. Elle a été baptisée Troy Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé dans l'histoire de l'astronomie. Mais ce visiteur n'est pas comme les autres. Des rapports récents suggèrent que quelque chose d'étrange pourrait se produire avec lui. Les instruments de la NASA pourraient avoir détecté de soudains événements répétitifs, des pics d'activité sur de multiples longueurs d'onde, comme si la comète se réveillait violemment en sentant la chaleur de notre Soleil pour la première fois depuis des éons. Et si ces sursauts n'étaient pas aléatoires, et s'il existait un motif, une séquence qui pourrait nous révéler quelque chose de profond sur le comportement de ces anciens vagabonds lorsqu'ils pénètrent dans un système solaire étranger. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que les scientifiques appellent une signature d'éruption. Abonnez-vous à la chaîne Fuente Galactica, mettez un j'aime à cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. Une véritable éruption cométaire n'est pas une simple augmentation de luminosité. C'est un événement complexe qui laisse des signatures sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Imaginez-le comme une scène de crime cosmique, où chaque type de lumière nous raconte une partie différente de l'histoire. Si ces sursauts sont réels, ils ne se manifesteraient pas d'une seule manière. Une véritable explosion cométaire crée un écho à travers la lumière, une symphonie de signaux qui, si nous les écoutons avec les bons instruments, nous racontent exactement quel processus physique se déroule à l'intérieur. Commençons notre travail de détective dans l'infrarouge. Dans cette longueur d'onde, que nos yeux ne peuvent voir mais que nous ressentons comme de la chaleur, nous nous attendrions à observer les raies d'absorption du dioxyde de carbone devenir soudainement plus intenses. Le dioxyde de carbone, ou CO2, est une glace beaucoup plus volatile que l'eau. Il peut se sublimer, c'est-à-dire passer de l'état solide à l'état gazeux, à des températures très basses, très loin du Soleil. Si une poche de CO2 piégée dans les profondeurs de la comète trouve une fissure pour s'échapper, elle s'éventrerait rapidement dans l'espace. Ce gaz, en se dilatant et en se refroidissant, absorbe la lumière infrarouge à des longueurs d'onde très spécifiques, créant une signature unique. Le télescope spatial James Webb serait l'outil parfait pour traquer cette preuve. Ces instruments, comme MIRI et NIRSPEC, sont conçus avec une sensibilité exquise pour détecter précisément ces empreintes moléculaires, nous permettant non seulement de confirmer la présence de CO2, mais aussi de mesurer sa température et sa vitesse. Un pic soudain dans ce signal serait la première pièce de notre signature. Maintenant, changeons de fréquence et regardons dans la lumière visible, celle que nos yeux perçoivent. Ici, la clé résiderait dans les raies d'émission du cyanogène, la molécule CN. Lorsqu'une éruption expulse de la matière fraîche du noyau, ces nouvelles molécules sont bombardées par la lumière du Soleil. Le rayonnement ultraviolet du Soleil a suffisamment d'énergie pour briser des molécules plus complexes. Et l'un des fragments les plus courants est le cyanogène. En étant excité par la lumière solaire, ce radical émet une lueur caractéristique, une couleur verdâtre que nous voyons souvent dans la chevelure des comètes. Des télescopes terrestres géants, comme l'observatoire Gemini au Chili ou à Hawaï, ou le Very Large Telescope dans le désert d'Atacama, pourraient suivre ces changements presque en temps réel. Une augmentation abrupte de l'émission de cyanogène, coordonnée avec le pic de CO2 dans l'infrarouge, ajouterait une deuxième couche de certitude à notre enquête. Cela nous dirait que non seulement du gaz est libéré, mais que ce gaz interagit activement avec l'environnement solaire. L'histoire devient encore plus intéressante dans l'ultraviolet. Cette lumière à haute énergie est le véritable moteur de la photochimie, la chimie activée par la lumière. Lors d'une éruption, le rayonnement UV solaire déclenche une destruction moléculaire à grande échelle, brisant non seulement les molécules organiques complexes, mais aussi celles de l'eau. Le télescope spatial Hubble, malgré ses décennies de service, reste le roi de l'astronomie ultraviolette depuis l'espace. Ses capacités spectroscopiques dans l'UV
nous permettrait de voir en direct ce carnage moléculaire, en détectant l'apparition de fragments comme le radical hydroxyle, OH, un produit direct de la dissociation de l'eau. Voir un pic d'activité dans l'ultraviolet nous confirmerait que l'éruption a exposé des glaces primordiales à la fureur du Soleil. Mais c'est là que l'intrigue se complique et devient encore plus fascinante, les rayons X. Quand on pense aux comètes, on ne pense généralement pas au rayonnement à haute énergie. Pourtant, les comètes brillent en rayons X. Une découverte qui a surpris les astronomes il y a des décennies. Le mécanisme est un processus élégant, appelé échange de charge. Le Soleil n'émet pas seulement de la lumière, mais aussi un flux constant de particules chargées, principalement des protons et des électrons, connus sous le nom de vent solaire. Lorsque ces ions du vent solaire, qui voyagent à des centaines de kilomètres par seconde, entrent en collision avec le gaz neutre de la chevelure de la comète, ils peuvent voler un électron à une molécule d'eau ou de CO2. Dans ce processus, l'ion solaire, maintenant avec un électron supplémentaire dans un état de haute énergie, se détend et émet cette énergie excédentaire sous la forme d'un photon de rayon X. Des observatoires spatiaux comme l'observatoire Swift de la NASA ou l'observatoire à rayon X, Chandra, sont conçus pour détecter ces émissions. Une éruption qui libérerait un nuage dense de nouveaux gaz provoquerait une augmentation spectaculaire du taux d'échange de charge et donc un flash de rayons X provenant de la comète. Ce serait une preuve irréfutable d'une interaction violente entre le matériau de la comète et le vent solaire. Enfin, pour compléter notre signature, nous tournons nos oreilles cosmiques vers les ondes radio. Les radiotélescopes pourraient détecter un renforcement de l'arrêt d'émission à 18 cm. C'est la signature radio des molécules d'hydroxyle, le radical OH, que nous avons déjà mentionné. Lorsque la lumière du Soleil brise les molécules de vapeur d'eau, elle crée ces radicaux OH qui émettent à cette fréquence radio spécifique et bien connue. L'arrêt de 18 cm de l'OH sert de phare radio, nous montrant où et quand l'eau est détruite. Une signature cohérente sur toutes ces bandes ne serait pas une coïncidence. Si les signaux infrarouges, optiques, X et radio augmentaient ensemble de manière coordonnée, ce ne serait pas du bruit. Ce serait la comète qui respire, libérant de l'énergie stockée d'une manière que nous pouvons mesurer et comprendre. Et la beauté de cette approche est que la combinaison de ces signaux agit comme un outil de diagnostic. Différents processus créent des motifs différents. Par exemple, une éruption principalement due à la sublimation du CO2 pourrait montrer un fort signal infrarouge, mais un signal radio OH plus faible, tandis qu'un événement alimenté par l'eau montrerait le contraire. Nous sommes prêts à interroger le suspect, bande par bande, ray spectral par ray spectral. Maintenant que nous avons notre signature, la question suivante est « qui ou quoi appuie sur la gâchette ?» Qu'est-ce qui pourrait causer ces éruptions potentielles? L'une des hypothèses les plus directes nous ramène à notre propre étoile. Et si la clé pour comprendre ces explosions ne résidait pas dans la comète elle-même, mais dans l'activité du Soleil, les scientifiques peuvent comparer le moment de n'importe quelle éruption avec les données de vaisseaux spatiaux comme ACU, Advanced Composition Explorer, ou DSCOVR, Deep Space Climate Observatory. Ces satellites agissent comme des sentinelles, situés à un point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil, surveillant les conditions du vent solaire en temps réel. Ils nous donnent une alerte précoce lorsque des éjections de masse coronale, EMC, des éruptions gigantesques de plasma et de champs magnétiques du Soleil, se dirigent vers nous. Une EMC est comme un tsunami solaire, une onde de choc qui voyage dans l'espace. Si une éruption de la comète 3I se produisait quelques heures ou quelques jours après l'arrivée d'une de ces EMC, nous aurions un déclencheur physique clair et vérifiable. Le mécanisme est direct. Lorsqu'une plus grande quantité de particules chargées d'une tempête solaire frappe la chevelure de la comète, elle dépose de l'énergie supplémentaire dans le nuage de gaz et de poussière par des collisions et des interactions électromagnétiques. Pensez-y de cette façon. 3I a erré dans le vide quasi parfait de l'espace interstellaire pendant peut-être des milliards d'années. Sa surface et ses glaces n'ont jamais connu l'environnement intense de particules chargées qui existe autour d'une étoile active. Lorsque le climat de notre Soleil s'intensifie soudainement et frappe ce visiteur antique, la comète pourrait réagir de manière
que nous n'avons jamais vues auparavant. Ce seraient les tempêtes solaires qui allumeraient et éteindraient une comète comme un interrupteur cosmique. Si vous êtes passionné par cette approche rigoureuse et non sensationnaliste des mystères de l'espace, abonnez-vous. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Mais et si le motif n'était pas seulement lié à l'activité solaire? Et s'il y avait quelque chose d'encore plus régulier, de plus mécanique dans ces événements potentiels? C'est là que les choses pourraient devenir vraiment intéressantes, avec un modèle que nous pourrions appeler le phare rotatif. Si de multiples éruptions se produisaient à intervalles réguliers, cela pourrait indiquer quelque chose de verrouillé par la rotation, ce qui signifie que les événements sont directement liés à la façon dont la comète tourne sur son propre axe. Imaginez un arroseur de jardin en rotation. Chaque fois que le jet d'eau passe par votre position, vous êtes mouillé. Puis il y a un intervalle, jusqu'à ce que la prochaine rotation ramène le jet. Une comète avec des évents actifs à sa surface fonctionnerait de la même manière. À mesure que 3I Atlas tourne, différentes zones de son noyau font face au Soleil. Si certains endroits contiennent des glaces plus volatiles ou ont des faiblesses structurelles, ils pourraient libérer des jets de gaz et de poussière lorsque le chauffage solaire les frappe sous le bon angle. De notre perspective sur Terre, nous verrions ces jets passer une fois par période de rotation. En mesurant le temps entre les éruptions potentielles, les astronomes pourraient déduire la période de rotation de la comète. Peut-être qu'elle tourne une fois toutes les 12 heures, ou tous les 3 jours, ou un autre intervalle que nous n'avons pas encore déterminé. Le véritable test serait de vérifier si la signature multilongueur d'onde dont nous avons discuté plus tôt se répète en phase avec ce rythme. Si le pic de CO2 dans l'infrarouge, la lueur du cyanogène dans l'optique et l'arrêt radio de l'OH se renforçaient ensemble à intervalles réguliers, cela suggérerait fortement que les jets sont ancrés à des évents de surface stables qui tournent avec le noyau. Le fait qu'ils soient verrouillés par rotation signifie que ce ne sont pas des événements aléatoires. Ils sont liés à la rotation de la comète, prévisible et mesurable. Et voici la question de suivi cruciale. Si les jets poussent de la matière loin de la comète dans des directions préférentielles, à mesure qu'elle tourne, cela devrait créer un petit effet de fusée. L'orbite de la comète devrait dévier légèrement du mouvement purement gravitationnel, laissant des traces que nous pourrions détecter dans sa trajectoire. Si ces éruptions sont réelles et liées à des jets en rotation, elles devraient laisser une signature dans la trajectoire même de 3SAIU. Les astronomes suivent cela en utilisant ce qu'on appelle les paramètres non gravitationnels A1, A2 et A3. Ces termes mathématiques capturent comment la poussée des jets dévie les objets dans 3 directions différentes. Radialement, en s'éloignant du Soleil, tal A1, perpendiculairement à cela dans le plan orbital, affectant sa vitesse, apitantam, et perpendiculairement au plan orbital lui-même, tan-tan-ta3. Lorsque le gaz s'échappe de la surface d'une comète, il ne disparaît pas simplement. La 3e loi de Newton entre en jeu. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Le gaz qui s'échappe pousse le noyau vers l'arrière comme un minuscule moteur de fusée. Imaginez tenir un tuyau d'arrosage avec l'eau à pleine pression. L'eau qui jaillit pousse votre main vers l'arrière. Les jets des comètes fonctionnent exactement de la même manière, sauf que l'eau est du gaz et de la poussière surchauffée voyageant à des centaines ou des milliers de mètres par seconde. Ces forces sont faibles, mais persistantes. Sur des mois d'observation, même une activité de jet subtile peut dévier la trajectoire d'une comète de manière mesurable par rapport à ce que la seule gravité prédirait. Nous avons vu un comportement similaire avec Oumuamua, qui a montré une accélération inexpliquée en quittant notre système solaire. La différence est que 3OX montre des signes clairs de dégazage. Nous pouvons voir sa chevelure et détecter des raies d'émission de gaz. Donc, tout changement orbital aurait une explication naturelle évidente, au lieu de nécessiter des théories plus exotiques. Nous avons esquissé comment une signature multilongueur d'onde pourrait révéler la physique derrière tout événement d'éruption. Nous avons montré comment le climat solaire pourrait les déclencher et comment un rythme régulier pourrait révéler la rotation. Maintenant, nous examinons la mécanique orbitale, comment les jets créent de petites corrections de cap que nous pouvons mesurer. Mais passons au microscopique. Pendant les éruptions, les propriétés de la poussière elle-même pourraient changer de manière
que nous pouvons prouver par l'observation. C'est ici que nous pourrions entrer dans le véritable travail de détective à l'échelle microscopique. Si des événements d'éruption se produisent, ils pourraient changer la nature même de la poussière éjectée. Les mesures de polarisation de la chevelure peuvent suivre la taille des grains et la rugosité de leur surface en temps réel. Lorsque la lumière du soleil frappe les particules de poussière, elles se polarisent. La quantité et la direction de la polarisation nous disent si nous regardons de gros grains lisses ou de petits agrégats duveteux. Si les éruptions éjectent soudainement de la matière plus fraîche de l'intérieur du noyau, cette poussière pourrait avoir des propriétés complètement différentes de celles des grains de surface altérés qui se subliment normalement. Les grains de glace frais pourraient être plus petits et plus irréguliers. Les particules de roche fraîchement fracturées auraient des propriétés optiques différentes de celles des surfaces altérées par le climat spatial. Les télescopes au sol pourraient mesurer ces changements de polarisation quelques minutes après un pic de luminosité. La technique est suffisamment sensible pour détecter des changements dans la distribution moyenne de la taille des grains presque immédiatement. Un changement de polarisation lors d'une éruption potentielle signifierait que nous assistons à une nouvelle physique de la poussière en action. De la matière qui a été enfermée pendant des milliards d'années, soudainement exposée à l'espace et à la lumière du soleil pour la première fois. Houston, nous avons un problème. Je ne pense pas que ce soit la Floride. Heureusement, je n'avais pas besoin de la NASA. J'avais besoin d'une armée juridique. Il s'avère qu'il existe un cabinet d'avocats spécialisé dans les dommages corporels appelé Morgan & Morgan, le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les dommages corporels d'Amérique, avec plus de 1000 avocats et plus de 100 bureaux dans tout le pays. J'ai essayé d'appeler un de ces avocats locaux avec des jingles ringards. J'ai été en attente plus longtemps que le retard d'un lancement vers Mars. Pendant ce temps, Morgan & Morgan a aidé un client en Floride à obtenir 12 millions de dollars après que la compagnie d'assurance n'ait offert que 350 000 dollars. Morgan & Morgan n'est payé que s'il gagne votre cas. Pas de frais initiaux. Vous pouvez déposer une plainte directement depuis votre canapé ou depuis la jungle. Voici à quel point c'est facile. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR à l'écran. Si jamais vous êtes blessé, vous pouvez consulter Morgan & Morgan. Leurs honoraires sont gratuits, sauf s'ils gagnent. Vous pouvez commencer votre réclamation en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le code QR à l'écran. Maintenant, revenons à la science. La question devient: quel type de glace ou de roche est à l'origine de ces événements hypothétiques? Les radiotélescopes pourraient fournir le test plus clair de ce qui alimente toute activité d'éruption. L'arrêt d'émission OH à 18 puissance 8 sert de proxy direct pour la destruction de l'eau. Si un événement d'éruption coïncidait avec un pic d'émission OH, ce serait une preuve solide d'un processus piloté par l'eau. La comète annoncerait littéralement qu'elle vaporise de la glace d'eau en temps réel. Mais si nous voyons une augmentation de la luminosité optique, sans augmentation correspondante d'OH, cela favoriserait le dioxyde de carbone ou d'autres substances volatiles comme principal moteur. Le CO2 ne produit pas d'OH lorsqu'il se sublime. Les radiotélescopes resteraient donc silencieux même lors d'une éruption majeure de CO2. Cela nous donne une logique binaire propre et testable. Les événements pilotés par l'eau devraient illuminer à la fois les observations optiques et radio. Les événements pilotés par le CO2 montreraient une activité optique, mais laisseraient la radio silencieuse. L'arrêt de 18,7 devient notre preuve irréfutable pour distinguer les différentes compositions volatiles. Et voici une opportunité pour une véritable science citoyenne. Nous pourrions coordonner des observations de chronométrage pour un événement d'occultation stellaire. Si 3 vibaces passent devant une étoile lointaine vue de la Terre, nous pouvons mesurer exactement combien de temps la lumière de l'étoile est bloquée. Cela nous donne directement la taille et la forme du noyau, ce qui est étonnamment difficile à déterminer même avec nos meilleurs télescopes spatiaux. En utilisant le catalogue d'étoiles précis de la mission Gaïa, les astronomes pourraient prédire quand 3 Paris pourraient passer directement devant des étoiles d'arrière-plan. Ces événements sont rares, mais incroyablement précieux. Une observation réussie pourrait déterminer la taille et la forme du noyau, avec une précision que même les télescopes spatiaux peinent à atteindre. En coordonnant les observations depuis différentes longitudes, plusieurs observateurs peuvent capturer le même événement sous des perspectives légèrement différentes.
révélant la forme du noyau en 3 dimensions. Cette technique pourrait également détecter des fragments ou des nuages de débris près du noyau principal. Si l'activité d'éruption récente a éjecté de la matière qui voyage toujours avec la comète, ces morceaux pourraient provoquer de brèves éclipses secondaires juste avant ou après l'événement principal. Le passage de 3I Atlas près de Mars, à une distance d'environ 0,19 unités astronomiques, crée une opportunité d'observation unique qui ne se reproduira pas. Le Mars Reconnaissance, orbité de la NASA, est équipé de la caméra IRIS, normalement utilisée pour l'imagerie détaillée de la surface martienne, mais capable de pointer vers l'espace. À cette distance plus proche, IRIS pourrait résoudre des détails du noyau lui-même ou repérer une activité de jet invisible depuis les télescopes terrestres. L'orbiteur Trace Gas, orbiteur de l'Agence spatiale européenne, en orbite autour de Mars, possède des spectromètres sensibles conçus pour détecter des traces de CO2, de vapeur d'eau et de molécules organiques dans des atmosphères ténues. Ces mêmes instruments pourraient échantillonner la composition de la chevelure de la comète d'un point de vue beaucoup plus proche que n'importe quel observatoire terrestre. Si l'activité d'éruption récente a laissé des traînées de débris ou a altéré la structure de la comète, cette fenêtre du survol de Mars représente notre meilleure chance d'obtenir des preuves directes. Nous prévoyons un épisode de suivi dédié pour analyser toutes les données qui émergeront de cette opportunité. La géométrie ne fonctionne que pendant quelques jours, début octobre. C'est une fenêtre étroite qui pourrait fournir des mois de matériel d'analyse. Mais, en prenant du recul par rapport à toutes ces techniques d'observation, il y a une question fondamentale que nous n'avons pas abordée. Quelle quantité d'énergie pourrait être impliquée dans ces événements potentiels? Si des éruptions se produisent, nous pouvons estimer leur contenu énergétique en utilisant la physique de base. Prenez la masse de poussière et de gaz éjectés, multipliez-la par le carré de la vitesse d'éjection et vous obtenez l'énergie cinétique impliquée. Les jets cométaires typiques lancent de la matière à des vitesses comprises entre 100 et 1000 mètres par seconde. Si une éruption éjecte, disons, 1 million de tonnes de matière à 500 mph, cela équivaut à environ 10 puissance 14 joules d'énergie. Pour mettre cela en perspective, c'est comparable à une éruption volcanique modérée comme celle du mont Sainte Helens, libérant de l'énergie sur des heures au lieu de secondes. C'est un événement naturel véritablement puissant, mais pas du genre à nécessiter des comparaisons dramatiques avec des armes nucléaires. L'énergie provient du chauffage solaire, qui transforme la glace solide directement en gaz en expansion. Lorsque le CO2 ou la glace d'eau gelée absorbe soudainement la lumière du soleil et se vaporise, il se dilate avec une force énorme. La physique est simple. L'énergie potentielle chimique stockée se transforme en énergie cinétique à mesure que le gaz s'échappe du noyau. La nature produit régulièrement ce genre d'événements énergétiques sans nécessité d'explications exotiques. La partie remarquable n'est pas l'échelle d'énergie, mais de pouvoir observer ces matériaux anciens réagir au rayonnement stellaire pour, peut-être la première fois, en des milliards d'années. Les gens demandent souvent si des expériences en laboratoire pourraient reproduire ce que nous observons peut-être avec 3I. Dans les laboratoires cryogéniques du monde entier, les chercheurs étudient les clatrates de CO2, qui sont essentiellement du gaz CO2 piégé dans des cages de cristaux de glace, sous contrainte thermique contrôlée. Lorsque ces structures de glace en couche se réchauffent et se fissurent, elles libèrent du CO2 par impulsion soudaine qui ressemble de manière frappante au comportement cométaire. Les études en laboratoire sur la déstabilisation des clatrates de CO2 fournissent un analogue direct de ce qui pourrait déclencher les éruptions cométaires. Ce ne sont pas des matériaux exotiques. Ils se forment naturellement lorsque le gaz CO2 est piégé dans des structures de cristaux de glace d'eau dans des conditions de température et de pression spécifiques. Lorsque les chercheurs chauffent progressivement ces échantillons de glace en couche, ils ne se subliment pas en douceur. Au lieu de cela, des fractures se développent et le CO2 s'échappe par impulsions irrégulières à mesure que différentes poches de gaz piégées trouvent des voies d'évacuation. Le processus est désordonné, imprévisible et produit exactement le type d'activité intermittente qui apparaîtrait comme des éruptions à distance. Cela correspond naturellement aux signatures d'éruptions potentielles. À mesure que la contrainte thermique s'accumule dans différentes couches de glace, chaque événement de libération aurait des compositions et des niveaux d'énergie légèrement différents.
Nous appliquons des mécanismes vérifiés en laboratoire à des objets qui ont passé des milliards d'années à accumuler exactement ce type de structure volatile en couches. Ce qui rend 3i potentiellement spécial, c'est que ces couches de glace pourraient préserver les conditions de son environnement de formation autour d'une étoile complètement différente, nous donnant un échantillon de laboratoire direct de la chimie interstellaire ancienne. Si nous voulons détecter une chimie véritablement extraterrestre, pas une technologie artificielle, mais des matériaux formés dans un environnement authentiquement étranger, les rapports isotopiques fournissent le test le plus probant. Les rapports deutérium-hydrogène, DH, et carbone-12-carbone-13, C12-C13, servent d'empreintes chimiques du lieu et du moment de la formation des matériaux. Différentes pépinières stellaires, différents environnements de rayonnement et différentes échelles de temps laissent des signatures isotopiques distinctives enfermées dans la structure moléculaire des glaces et des composés organiques. Notre système solaire a des rapports isotopiques caractéristiques que nous avons mesurés dans les météorites, les comètes et les atmosphères planétaires. Si 3i, Atlas, transporte des rapports significativement différents, ce serait la preuve directe qu'il s'est formé autour d'une étoile différente dans des conditions différentes. La technique ne nécessite aucune technosignature ni construction artificielle. La chimie pure raconte l'histoire. Un rapport isotopique représente le décompte des atomes lourds par rapport aux atomes légers du même élément, une preuve archéologique des processus nucléaires qui se sont produits il y a des milliards d'années. Si les observations spectroscopiques révélaient des rapports DH inhabituels dans la vapeur d'eau de 3Ci Atlas ou des motifs étranges d'isotopes de carbone dans ces molécules organiques, nous aurions la preuve concrète que nous examinons des matériaux avec une histoire cosmique fondamentalement différente de tout ce qui se trouve dans notre système solaire local. Ce serait la forme de découverte extraterrestre la plus profonde, non pas des vaisseaux spatiaux, mais une chimie ancienne qui révèle comment les systèmes planétaires se forment dans différentes conditions stellaires à travers la galaxie. La comparaison de nos 3 visiteurs interstellaires confirmés révèle à quel point ces objets peuvent être différents et met en contexte le comportement éruptif potentiel de 3i. Oumuamua a montré une accélération non gravitationnelle, mais n'a produit aucune chevelure visible ni signature de dégazage. Quelle que soit la force qui l'éloignait du mouvement gravitationnel, elle n'a laissé aucune trace évidente de gaz ou de poussière. 2i Borisov s'est comporté comme une comète classique pendant la majeure partie de sa visite, développant une chevelure et une queue normale à l'approche du Soleil. Ce n'est qu'à son approche la plus proche qu'il s'est fragmenté, se brisant en plusieurs morceaux. 3i Atlas semble riche en CO2 d'après les premières observations spectroscopiques, est devenu actif alors qu'il était encore très loin du Soleil et montre maintenant potentiellement un comportement éruptif épisodique différent de ses 2 prédécesseurs. Ce contraste accentue chaque aspect que nous avons discuté. L'accélération mystérieuse d'Oumuamua prend plus de sens lorsque nous voyons que d'autres objets interstellaires produisent un dégazage détectable. Le comportement conventionnel de Borisov rend l'activité précoce et la composition chimique de 3i Atlas plus intrigante en comparaison. Chaque visiteur nous apprend quelque chose de différent sur la diversité des matériaux qui dérivent entre les étoiles. Ils ne sont pas tous identiques. Ils portent des histoires différentes, des compositions différentes et des réponses différentes au chauffage de notre Soleil. Si 3i présente réellement les motifs d'éruption que nous avons décrits, il représenterait une 3e catégorie distincte de comportements interstellaires. La beauté de ce mystère potentiel est que chaque explication possible mène à des prédictions testables que nous pouvons vérifier avec de vraies observations. Si les éruptions s'avèrent périodiques, cela indiquerait des jets en rotation ancrés à des évents stables à la surface du noyau. Nous nous attendrions à ce que la signature multilongueur d'onde se répète à intervalles réguliers. Si le motif semble chaotique, cela favoriserait des processus structurels, comme la fissuration ou la microfragmentation. Si le calendrier est fortement corrélé avec les arrivées d'éjections de masse coronale, la physique du vent solaire devient le moteur dominant. Chaque branche de cet arbre de décision pointe vers des observations de suivi spécifiques qui pourraient confirmer ou infirmer le mécanisme. La recette de la signature que nous avons décrite fonctionne comme un outil de diagnostic
pour n'importe lequel de ces scénarios. C'est ce qui rend cette approche scientifiquement robuste. Ces visiteurs interstellaires transportent des molécules organiques et de la glace d'eau entre les systèmes stellaires. Ils pourraient avoir ensemencé de jeunes systèmes planétaires avec les briques chimiques de la vie pendant des milliards d'années. Comprendre leur comportement nous aide à modéliser ces processus à travers la galaxie. En résumé, si les phénomènes d'éruption signalés s'avèrent réels, l'approche de la signature multilongueur d'onde pointe vers une activité de jet naturel, entraînée par des processus de sublimation de substances volatiles. Les schémas temporels pourraient correspondre à des déclencheurs météorologiques solaires, à des évents de surface verrouillés par rotation ou à une combinaison des deux. Les mesures de polarisation et la surveillance de l'arrêt radio OH fournissent des tests clairs pour séparer les événements pilotés par le CO2 de ceux pilotés par l'eau. Le prochain survol de Mars par 3i représente notre meilleure opportunité d'obtenir des preuves directes de débris ou de jets actifs. Les mesures de rapport isotopique restent notre outil le plus puissant pour confirmer les origines véritablement interstellaires et l'environnement de formation exotique de cette comète. Pour le contexte, 3i Atlas a été découvert le 1er juillet 2025. La désignation 3i le marque comme le troisième objet interstellaire confirmé, après Oumuamua en 2017 et 2i Borisov en 2010. Sa trajectoire hyperbolique et sa vitesse extrême d'environ 210 000 km/h confirment qu'il n'est pas gravitationnellement lié à notre Soleil. Son passage au périhélie en octobre 2025 à une distance de 1,4 unités astronomiques, juste à l'intérieur de l'orbite de Mars, offre une opportunité unique que les phénomènes d'éruption potentiels s'avèrent réels, ou soit des artefacts d'observation, 3i, a déjà fourni des informations sans précédent sur la chimie interstellaire et la physique des comètes. Le mystère ne fait qu'ajouter à sa valeur scientifique, stimulant des observations et des analyses plus intensives qu'aucun visiteur interstellaire précédent n'a reçu. L'histoire de 3i Atlas ne fait que commencer, et chaque nouvelle observation est une nouvelle page d'un livre qui nous vient d'une autre étoile. Abonnez-vous à Fuente Galactica, mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.